Eh bien, aujourd'hui, donc sur Fabrabiote, je suis avec Christian Boyer que vous connaissez sûrement déjà, mais qu'on va quand même représenter et donc qui a fait partie donc du sommet de l'intestin irritable. Et aujourd'hui, on le reçoit dans un cadre un petit peu particulier puisqu'il a écrit donc je sais pas si on le voit bien, ce livre. Enfin, il a coécrit plutôt. Le titre est Pleine santé et donc il a été écrit par le docteur Résimon, par Alain Andreu et donc la préface avec elle est de Thierry Hertog et vous y avez participé, tu y as participé donc et c'est pour ça qu'aujourd'hui je tiens à t'inviter pour qu'on en discute un petit peu. Alors bonjour, Bonjour Hicham, bonjour à tout le monde. comment vas-tu? Écoute, ça va bien. On va Ok. parler, je suis content d'être là puisqu'on va parler d'un de mes sujets que j'affectionne beaucoup de prédilection, donc le microbiote. Et notamment, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai pu écrire un chapitre sur le sujet, sur le microbiote et le lien du microbiote, notamment avec les hormones et avec et toute l'importance de ce microbiote du coup dans la santé en général. Et donc, ce chapitre a trouvé donc sa place dans ce livre de médecine fonctionnelle donc qui a été écrit par mon ami voilà le docteur Stéphane Résimon et puis Alain Andreu comme tu l'as dit. Et alors la première chose que j'aimerais savoir c'est comment justement tu as été amené à participer donc à cette à ce livre, à cette je crois que c'est la troisième édition, oui tout à fait. C'est ça. C'est la troisième édition et donc bon c'est comme je l'ai dit Stéphane Résimon c'est voilà c'est un ami c'est aussi quelqu'un voilà que je considère comme un mentor. Il m'a beaucoup appris sur toute l'hormono. Je me suis notamment formé avec lui et puis voilà au fil du temps c'est devenu un ami et puis on collabore régulièrement ensemble lui sur toute la partie hormonale et puis moi des fois il m'envoie certains patients, on prend en charge des choses en commun, notamment sur tout ce qui est problématique intestinale, SIBO et autres. Et puis voilà, on est amené à travailler ensemble régulièrement. Donc le but, enfin voilà, ce livre, comme tu dis, c'est la troisième édition, et c'est vrai que Stéphane essaie à chaque réédition de l'augmenter, de rajouter des chapitres, de rajouter des choses et qui deviennent de plus en plus complets et intéressants. Il remet des choses à jour, et donc du coup, il m'a proposé lors de la troisième édition, il s'est dit, il manquait un chapitre sur le microbiote, parce que quand on parle médecine fonctionnelle, voilà, on entend beaucoup parler des hormones, de l'hormono, voilà, de plein de choses. Et puis du coup, le microbiote a toute sa place là-dedans. Et il m'a demandé, il m'a dit, faut que tu écrives un chapitre là-dessus. Et donc du coup, j'ai accepté avec plaisir. Alors c'est plus qu'un chapitre parce que quand on lit en fait, il y a quand même il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et notamment c'est là où on apprend que le microbiote en fait suscite tous les intérêts en ce moment puisqu'il y a énormément donc de publications qu'on va retrouver. Donc, je crois que tu en avais dénombré pas moins de 60 000, mais c'était déjà au mois de mars 2023 et que ça continue et on porte beaucoup d'espoir sur ce microbiote. Alors justement, pourquoi ce microbiote suscite-t-il autant d'espoir selon toi? Bah, en fait, on va dire que aujourd'hui, il trouve sa place. On parle en fait, et c'est ce qu'il faut dire maintenant. C'est un organe à part entière. De la même façon qu'on a un cœur, un foie, le microbiote est un organe à part entière. Et donc, en tant que, il tient cette place d'organe, et donc du coup, il a une importance en fait sur toutes nos fonctions physiologiques. C'est-à-dire que il est là il régule énormément de choses, que ça soit nos défenses immunitaires, que ça soit, il régule les absorptions de certains nutriments, il maintient notre intestin en bonne santé, et il va bien au-delà puisqu'il va jouer sur notre cerveau, sur le fonctionnement de nos glandes endocrines. Donc, il a vraiment un rôle sur à peu près toutes les fonctions physiologiques du corps. Donc ça, c'est pour ce qui est normal. La physiologie, c'est le fonctionnement du corps. Et il a également aussi un rôle plutôt dans ce qu'on appellerait la pathologie. C'est-à-dire que non seulement on sait qu'un microbiote sain est essentiel pour que notre corps fonctionne bien, et à l'inverse, s'il est en mauvaise santé, on sait que des maladies peuvent derrière se développer. On a des liens qui sont clairement établis, que ça soit dans des modèles animaux, chez la souris ou même chez l'homme. On a des choses qui sont clairement établies et on sait que ce qu'on appelle la dysbiose intestinale, du coup le déséquilibre
du microbiote intestinal. Donc la dysbiose, c'est l'inverse de l'eubiose, l'équilibre. On parle pas de symbiose, ça c'est encore autre chose. On dit eubiose quand c'est équilibré, et puis dysbiose quand le microbiote est déséquilibré. Et donc, du coup, quand ce microbiote est en dysbiose, et bien derrière peut découler diverses affections. Donc ça peut être tout simplement, on va dire, des pathologies gastro-intestinales, des troubles gastro-intestinaux. On parle beaucoup du syndrome de l'intestin irritable aujourd'hui, dont il y a quand même une bonne majorité de la population qui souffre, entre 10 et 11% de la population mondiale. Donc il y a un lien dans le microbiote direct qu'on connaît et qui est logique pour les gens avec les problèmes gastro-intestinaux, mais aussi il y a des liens avec d'autres maladies. On a des liens avec le microbiote et Alzheimer, le lien entre microbiote et même insuffisance rénale, enfin du moins dans certaines pathologies, on sait que peut participer à aggraver certaines pathologies. Alors, on a toujours des questions sur savoir est-ce que ce microbiote, il est quand on voit un microbiote déséquilibré chez quelqu'un qui est malade, est-ce que c'est une conséquence, une cause de la maladie? Et aujourd'hui, on sait que c'est des fois un peu les deux, c'est-à-dire que il peut se déséquilibrer suite à une maladie et participer à l'aggravation de la maladie, mais il peut être aussi à l'origine de certaines maladies. C'est des choses donc qui ont été clairement établies par diverses études et donc c'est voilà, c'est vraiment quelque chose de d'important. Et si on s'intéresse si on s'y en intéresse de plus en plus, c'est parce qu'on sait que en le modulant par différentes manières, que ce soit par la nutrition, par les compléments, par transplantation de microbiote fécal, dont on parle beaucoup aussi, on a des moyens derrière d'agir et de soigner réellement certaines pathologies ou du moins de les améliorer fortement. Et alors, donc, du coup, la question à 1000 euros, on va dire, qu'est-ce qu'un microbiote sain? Alors, un microbiote sain, c'est quelque chose qui est compliqué à définir, puisque il faudrait déjà se baser. C'est comment dire, on a aujourd'hui effectivement un microbiote, le microbiote de on va dire de l'homme moderne, des gens comme nous qui vivons dans les pays on va dire modernes, en France, en Europe, etc. On a quand même un microbiote très différent, on le sait, des populations, par exemple, encore dites un peu indigènes, qui vivent un peu complètement coupés du monde moderne. Et en tout cas, c'est intéressant de voir. On sait que ces populations-là, par exemple, il y a des gens au fin fond des populations d'Afrique, des populations dans l'Amazonie qui sont complètement coupées en dehors du monde, qui vivent un peu comme nos ancêtres, entre guillemets, qui des fois ne sont pas soumis à toute la pollution qu'on peut avoir, qui mangent, on va dire, Le stress de aussi? façon... Pardon? Le stress aussi? Oui, voilà, ils sont soumis à moins de stress. Alors, du moins, c'est pas les mêmes stress que nous, Tout à fait. mais effectivement, ils sont souvent soumis à moins de stress. Ils mangent de manière complètement différente, dans une alimentation beaucoup plus proche de nos ancêtres, beaucoup plus végétale, on va dire une alimentation qu'on considérait plus équilibrée. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder chez ces populations, en fait, que ben il y a certaines maladies qu'on trouve très rarement. Elles ont certaines populations qui ont peu de cancer, elles ont peu de maladies cardiovasculaires, elles ont voilà. Donc, c'est des gens qui sont plutôt en bonne santé. Alors après, ils peuvent mourir, c'est vrai. Ils marchent sur une épine dans la forêt, ils n'ont pas les antibiotiques, ils peuvent mourir de choses un petit peu bêtes comme ça. Voilà, mais en tout cas, ils sont protégés de certaines maladies qu'on dit de civilisation. Voilà, il y a des populations, ça n'existe pas, l'obésité, il n'y a quasiment pas de cancer, etc. Et donc, quand on regarde ces gens, entre guillemets, en très bonne santé et qu'on analyse leur microbiote, il y a quelque chose qui est assez frappant, en tout cas, et c'est une des définitions du bon microbiote, c'est la diversité. D'accord. C'est-à-dire que on a ces populations-là qui sont voilà, qui ont un microbiote très diversifié. Et nous, entre guillemets, qui vivons dans les pays modernes, avec une alimentation plus industrialisée, de moins bonne qualité, on va dire de manière générale, soumis à du stress, de la pollution, etc. On sait que on a subi en fait au fil de l'évolution une sorte d'appauvrissement du microbiote. Notre microbiote est souvent moins diversifié que celui de ces populations un peu isolées. Et donc, du coup, voilà, la première définition d'un bon microbiote, c'est la diversité. Moins il est diversifié, moins c'est un signe de bonne santé du microbiote, en fait. Ça, c'est D'accord. vraiment quelque chose à retenir. Et du coup, alors comment faire pour le diversifier? Parce que si je comprends bien, moins le microbiote est diversifié et moins on est en bonne santé. Si j'ai bien compris la logique, en fait, il faut qu'on ait un microbiote le plus diversifié possible. Alors comment on fait pour le diversifier? Est-ce qu'on peut, selon toi, reconquérir le microbiote de nos ancêtres? Est-ce qu'on peut y revenir un petit peu en arrière ou est-ce qu'on est fatalement dans une logique de perte de microbiote petit à petit dû à notre mode de vie et surtout notre alimentation?
Alors, il y a beaucoup de choses qui influencent il y a beaucoup de choses qui influencent en fait le microbiote. Ça commence déjà à la naissance, puisque on sait que le microbiote, par exemple, d'un enfant né par voie naturelle ou par césarienne, il sera totalement différent. Alors, le Mhm. microbiote d'un enfant qui est né par césarienne, on va retrouver certaines bactéries un peu même pathogènes, des choses, des bactéries qu'on trouve plutôt sur la peau en fait. Donc, on sait déjà que voilà, notre microbiote, on l'a à la naissance. Euh, on récupère le microbiote de la mère, le microbiote vaginal et aussi fécal, parce que ce qu'on sait pas des fois, c'est que lors de l'accouchement, la mère va en fait va émettre un peu des selles, elle va se faire un petit peu dessus sans le savoir, et donc du coup l'enfant va être contaminé par du microbiote vaginal et aussi un peu fécal de la mère. Donc là c'est on va dire le premier ensemencement. Donc déjà un enfant qui naît par césarienne aura déjà un microbiote qui sera moins diversifié, on le sait, avec des bactéries qui sont quand même relativement différentes. On a moins de bifidobactéries, par exemple, plus de bactéries, comme j'ai dit, qu'on a plutôt tendance à retrouver sur la peau, par exemple. Plus de protéobactéries aussi, ça arrive chez ces enfants. Et donc, du coup, on sait que déjà, ben, il y a des choses qui vont jouer. Donc, un enfant qui n'est pas césarienne, qui n'aura pas été alité, etc., euh, ça le met, en fait, à risque d'avoir un microbiote moins bien équilibré. Alors, faut pas non plus être fataliste, dans le sens où se dire, si je suis né par césarienne, j'ai pas été allaité, j'aurai un microbiote mauvais pour le restant de ma vie. Voilà, il faut pas se figer, se dire que c'est impossible que ça évolue positivement, de le changer, mais on sait que voilà, il y a des choses qui risquent de le perturber. Il y a d'autres perturbateurs comme les antibiotiques et notamment les cures d'antibiotiques qu'on peut avoir durant l'enfance. On sait que pareil, ça peut perturber le microbiote et des fois, malgré le fait qu'on a quand même l'idée qu'il y a une sorte de résilience, c'est-à-dire une capacité de microbiote à revenir un peu à l'équilibre, il se peut qu'à des moments, eh bien, on atteigne un état où cette résilience ne se fait plus bien et on est vraiment dans un état de déséquilibre qui peut être compliqué à rééquilibrer. Donc, du fait de la présence de beaucoup de facteurs perturbateurs aujourd'hui, que ce soit les antibiotiques, la pollution, les additifs alimentaires qui perturbent aussi le microbiote, c'est vrai que c'est compliqué de se dire aujourd'hui comment faire pour maintenir un microbiote en bonne santé. Donc, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a des difficultés à éviter. Bon, autant si on cuisine tout nous-mêmes, on peut éviter les émulsifiants, on peut acheter des produits voilà qui sont bio ou de petits producteurs qui ne contiennent pas des pesticides par exemple qui perturbent aussi le microbiote. Donc on peut faire des choses quand même pour éviter ça, mais si on vit à Paris par exemple on peut pas éviter la pollution, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, ça c'est clair. Et en tout cas on connaît quand même des facteurs qui permettent d'avoir un microbiote en bonne santé. C'est la pratique d'une activité physique. Ça a clairement été mis en évidence que les gens qui sont sédentaires, qui pratiquent une activité physique modérée, plus soutenue, voire les athlètes de haut niveau, si on compare les microbiotes, ils sont différents. Et on sait que l'activité physique favorise une bonne diversité de microbiotes. Le fait de faire l'activité physique en forêt, d'être en contact, on va dire, avec voilà avec la forêt, avec la terre aussi, on va dire à l'extérieur, ça permet aussi de maintenir un bon microbiote une alimentation variée. En fait, pour avoir un microbiote varié, il faut avoir une alimentation équilibrée et variée. C'est-à-dire que certaines bactéries, on a des fibres dans les aliments, notamment les fruits, les légumes, les céréales. On trouve des fibres qui vont nourrir certaines bactéries. Certaines fibres, certains prébiotiques, du coup, nourrissent plus telle bactérie, d'autres prébiotiques plus telle autre bactérie. Donc, le fait de manger varié et équilibré, ça va permettre de, en fait, favoriser et de maintenir toutes ces populations. Et on sait que voilà, les fibres prébiotiques nourrissent donc nos bonnes bactéries, les polyphénols également présents dans l'alimentation. Donc les polyphénols, ils ont cette capacité aussi à augmenter certaines bonnes bactéries. Donc faire du sport, avoir une alimentation, on va dire, variée, la plus diversifiée possible, Le avoir des sommeil aliments aussi, de je bonne crois. qualité. Pardon? Le sommeil aussi, je crois. Le sommeil de qualité. Le sommeil également. Mhm. Effectivement, parce que c'est important de respecter aussi le rythme, notre rythme circadien et les perturbations. Le fait de mal dormir peut perturber le microbiote. Le fait d'être aussi en décalage, les gens qui travaillent par exemple de nuit et qui dorment la journée, on Mhm. sait que les perturbations des rythmes circadiens peuvent avoir une influence sur le microbiote également. Puis il y a D'accord. aussi voilà les perturbateurs endocriniens. Il y a beaucoup de choses en fait. Si on se rend compte, ce microbiote, il, il est quand même soumis à beaucoup de perturbateurs aujourd'hui et on a une sorte quand même d'équilibre fragile. On se rend compte. On peut très facilement le perturber. D'accord.
Alors effectivement, donc quand on lit le livre En pleine santé, on se rend compte qu'effectivement, comme tu as dit, donc ce microbiote peut être perturbé par différents éléments externes, mais il agit lui quand même dans beaucoup de métabolisme de l'organisme, notamment donc dans tout ce qui est donc les hormones, donc les hormones, notamment les hormones sexuelles, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et par la même occasion, pour ne pas être trop long, au niveau donc de l'impact aussi au niveau de la thyroïde, parce qu'apparemment, alors toutes ces choses-là, vous allez les retrouver en détail dans le livre, hein, donc Pleine Santé, qui est vraiment assez complet là-dessus. Je vous le recommande d'ailleurs. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, mais il y a aussi ça. Et donc, quel impact sur les hormones? Apparemment, le microbiote agit pas mal sur ces métabolismes-là. Alors, encore une fois, c'est un lien. Ce qui est intéressant avant de parler du microbiote et du lien avec les hormones, c'est de dire en fait qu'on est sur un axe bidirectionnel. C'est-à-dire que non seulement nos hormones sont capables d'influencer le microbiote et l'intestin, et le microbiote est capable d'influencer les hormones. Donc, on est vraiment sur une communication à deux sens, hein. C'est ça à peu près pour tout, hein. C'est comme le cerveau. Le cerveau est capable de réguler le système gastro-intestinal et le microbiote et inversement. Et donc, c'est vrai que le microbiote, quand on s'y intéresse, enfin, on découvre plein de choses et on se rend compte qu'en fait, il a un rôle vraiment très important dans les hormones sexuelles, comme tu as pu le dire. On sait qu'il y a un lien entre un microbiote en bonne santé et une production optimale de testostérone. Donc ça, on le voit, on a eu différentes expériences chez l'animal qui a permis de mettre en évidence en fait que certaines bactéries, lorsqu'on administrait certains probiotiques, on arrivait à optimaliser les taux de testostérone chez les animaux mâles. Et aussi lorsqu'il y a des problématiques de déséquilibre de microbiote, de dysbiose intestinale. Il y a notamment quelque chose qui parle régulièrement aux gens, c'est quand on leur parle voilà, d'un intestin perméable. Donc ça c'est une réalité scientifique, hein. C'est vrai que des fois c'est pas dans le milieu médical, des fois c'est pas tout à fait reconnu. Mais si on tape en anglais, donc sur PubMed Intestinal Permeability, on trouve des centaines d'articles. C'est acté depuis des années au niveau scientifique. Personne ne remet ça en cause au niveau scientifique, quoi. Et donc cette perméabilité intestinale, elle est problématique donc à plusieurs niveaux, et notamment parce qu'elle peut laisser passer des fragments bactériens, et notamment ce qu'on appelle le LPS. Et donc le LPS, c'est du lipopolysaccharide bactérien. C'est une molécule qu'on retrouve sur des bactéries, notamment les bactéries gram négatives. Voilà, on a une famille qui s'appelle les protéobactéries, et donc beaucoup de bactéries de la famille des protéobactéries sont porteuses de LPS. Et lorsqu'on a ce LPS qui passe dans le sang, on sait que ça peut venir après perturber en fait la production des hormones, notamment de testostérone. Ça a bien été démontré. Ça peut engendrer des petites inflammations, notamment au niveau des cellules productrices de testostérone, et réduire la production de testostérone. Donc là, il y a un lien, donc microbiote testostérone. On a la même chose chez la femme. On a aussi des liens entre, on va dire, par exemple, les oestrogènes. Il y a quelque chose qu'on appelle l'œstrobolome, dont il y a plusieurs publications donc, qui utilisent ce terme et qui décrit à quoi ça correspond. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des bactéries qui étaient capables de en fait moduler les niveaux d'oestrogènes. Donc les oestrogènes, ils vont être une fois qu'ils ont eu leur action dans le corps, ils vont être éliminés, notamment par la voie hépatique. On va détoxifier les oestrogènes, ils vont passer dans la bile et ils vont être éliminés. Sauf que tout n'est pas éliminé, une partie est réabsorbée. Et donc, certaines bactéries intestinales ont cette capacité, en fait, c'est un peu comme, tu vois, chez nous, on jette nos déchets dans une poubelle, on ferme bien le sac pour pas que ça s'échappe, et on va l'amener. En fait, ça c'est pareil que les oestrogènes, en fait, ils vont être empaquetés par le foie, ils vont être éliminés, ils vont être conjugués à certaines molécules. Donc, on met un petit sac poubelle, en fait, et hop, on envoie ça à la déchetterie. Sauf que certaines bactéries sont capables de venir gratter et arracher le sac poubelle, et du coup, de libérer du coup les oestrogènes. Et là on parle le problème qu'il y a une réabsorption d'oestrogènes, et parfois excessive, ce qui peut amener à des problèmes de dominance oestrogénique, de trop d'oestrogènes en fait. Et on sait que voilà, des problématiques au niveau des hormones féminines, notamment de la balance œstrogène-progestérone, peut être impliquée dans diverses problématiques, endométriose, notamment, même les cancers hormonodépendants. Trop d'œstrogènes qui sont réabsorbés, ça peut être dangereux. D'accord. Donc voilà. Donc ça c'était pour le côté hormones sexuelles. Et après oui, il y a la fameuse thyroïde. Donc
dont on parle. Enfin, ça c'est voilà, c'est l'organe, c'est un peu le chef d'orchestre, la thyroïde. Hein, il régule quasiment toutes les fonctions dans le corps, hein, sur le métabolisme, le fonctionnement du système gastro-intestinal. Et c'est vrai qu'il y a un lien, il y a un lien en fait très important. Et il y a quelque chose que j'aime bien. Des fois, bon, j'ai fait des fois des conférences sur la thyroïde, notamment avec Stéphane. Et une dernière conférence qu'on avait fait ensemble, moi je m'étais vraiment axé sur parler du rôle du microbiote dans l'hypothyroïdie. Et j'avais posé une question, c'était un peu le titre de la conf, je dis, et c'était et si l'hypothyroïdie commençait dans l'intestin? Finalement, on a quand même beaucoup de preuves, hein, que ce soit par des publications scientifiques ou même ce qu'on observe chez des patients, chez des gens qui ont des problématiques thyroïdiennes, qu'il y a un lien entre le microbiote et des maladies thyroïdiennes. Il y a un lien entre le déséquilibre du microbiote et la maladie d'Hashimoto, par exemple. On a aussi un lien entre la perméabilité intestinale et la maladie d'Hashimoto qui est bien établi. Et on sait que le microbiote intervient dans le maintien d'une bonne muqueuse intestinale qui nous permet d'absorber des nutriments, l'iode, le zinc, le sélénium, notamment des nutriments qui sont importants pour la thyroïde. Certaines bactéries sont capables aussi d'influencer la production des hormones en fait thyroïdiennes. Et pareil, lorsqu'on a des problèmes de dysbiose, un excès de perméabilité intestinale et qu'il y a trop de LPS qui passe dans le sang, ce LPS est capable d'aller réduire la fonction thyroïdienne. Donc du coup, on produira moins de T4, on convertira moins bien la T4 en T3, qui est l'hormone active. Donc on a vraiment, on sait que des problématiques intestinales peuvent être à l'origine de problématiques thyroïdiennes et que si on soigne l'intestin, le microbiote, on retrouve un équilibre thyroïdien chez des gens. En fait, des gens qui ont problème de thyroïde et c'est pas la thyroïde qui fonctionne mal, c'est finalement leur intestin et leur microbiote qui a mal et qui met le reste en déséquilibre. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été sur ma chaîne aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu tout ça. Merci de m'avoir offert le livre aussi parce que ça Avec m'a plaisir. permis d'avoir la dernière édition. Je l'avais acheté déjà, mais j'ai la dernière édition avec donc ton intervention sur le microbiote et c'est parfait. Je te dis à bientôt.